Bonjour à tous, bienvenue sur Télé Grenoble pour l'édition 2021 des Trophées Présence, une émission au cours de laquelle nous allons mettre à l'honneur des entreprises qui se sont illustrées au cours de l'année. Les Trophées Présence sont organisés chaque année par la CCI de Grenoble. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice générale de la CCI, Emmanuelle Rivière. Bonsoir, bienvenue. Merci. À côté de vous, le nouveau président de la CCI qui a été élu à la fin du mois de novembre pour un mandat de 5 ans. Bonsoir Pierre Streff. Bonsoir. Alors vous connaissez bien les rouages, Pierre, des organisations professionnelles. Vous aviez été président du BTP Isère, puis du MEDEF Isère. C'était une suite logique de prendre la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie ? Pas vraiment une suite logique. En fait, c'est vrai que je suis depuis pas mal d'années maintenant trempé un petit peu dans le monde des organisations professionnelles. Et effectivement, lorsqu'il y a eu cette élection, puisque le président sortant ne pouvait plus se représenter, donc il y a eu un appel, entre guillemets, à candidature des organisations professionnelles. Et c'est vrai que, connaissant bien un peu le sujet, j'ai été un peu poussé, je dirais, par certains chefs d'entreprise qui m'ont demandé de prendre ce mandat. C'est vrai que quand j'ai créé mon entreprise en 1987, la CCI était une organisation professionnelle qui comptait dans le monde économique. Alors, je ne dis pas qu'elle a moins compté ces derniers temps, mais elle a été frappée par des problèmes budgétaires notamment, puisque il y a eu beaucoup de remises en cause sur les CCI, beaucoup de réorganisations. Et aujourd'hui, j'espère que les choses sont maintenant stabilisées. Et mon objectif, c'est de remettre un petit peu tout ça en place et faire en sorte que la CCI devienne et redevienne et continue à être reconnue pour les entreprises, parce que c'est quand même l'endroit où les entreprises viennent se renseigner, prendre pour la formation, etc. Donc, j'ai vraiment envie de mettre de mon temps, comme j'ai toujours fait pour mes mandats, d'essayer de faire en sorte que la CCI devienne vraiment le lieu des entreprises et que les entrepreneurs s'y sentent bien. Vous n'êtes pas seul dans cette mission, puisque les CCI sont des établissements publics qui sont dirigés par des chefs d'entreprise. Et à chaque fois, quand une nouvelle équipe arrive, c'est avec plusieurs chefs d'entreprise à Oui, sa tout tête. à fait. Alors, il y a un bureau qui est composé de 10 personnes, avec un vice-président, un trésorier adjoint, etc., un secrétaire. Donc on travaille. Mon objectif, c'est de travailler avec mon bureau sur tous les thèmes. On a plusieurs thèmes. On a bien sûr les commerces, comme son nom l'indique. On a l'industrie, les services. Et j'ai souhaité avoir autour de moi des gens spécialisés, par exemple dans le commerce, plutôt quelqu'un qui va être dans le commerce, plutôt grande distribution. Une autre personne, président de la commission commerce, le vice-président de la commission commerce, plutôt petit commerçant, etc., pour pouvoir être à l'écoute de toutes les entreprises, et ça, donc, dans toutes les thématiques. Vous prenez vos fonctions dans un climat un peu particulier, après pratiquement 2 ans de crise sanitaire qui a mis un peu à mal l'économie. Ça aussi, ça a compté dans votre engagement ? Oui, parce que le monde change. Le monde change. La crise sanitaire a fait en sorte qu'il a fallu se remettre en question sur beaucoup de choses. Et effectivement, le rôle de la CCI a été très important. Moi, j'ai pu le voir en tant que chef d'entreprise. On a eu besoin de nos organisations professionnelles telles que la CCI, par rapport à des informations dont les entrepreneurs avaient besoin, qui étaient un petit peu dépourvues quand cette crise est arrivée brutalement. Je parle de la première. Donc, il a fallu que les entreprises se réorganisent, et c'est vrai que elles ont beaucoup été aidées, notamment par la CCI. Et c'est vrai qu'on a senti, puisque beaucoup de chefs d'entreprise me l'ont dit, on a senti l'intérêt, entre guillemets, ça pouvait servir une structure comme ça. Les gens se sont dit, oui, effectivement, c'est bien, parce que vous nous avez donné des informations. On était en lien, la CCI était en lien, c'était pas moi, mais mon prédécesseur était en lien avec la préfecture, avec les services de l'État, etc., pour pouvoir donner des informations régulièrement aux entreprises. Et c'est ça le rôle d'une CCI, et c'est là où on s'est rendu compte, effectivement, qu'une CCI a vraiment son rôle sur notre territoire. Alors, nouveau président, Emmanuelle Rivière, mais également nouveaux locaux, puisque la CCI a déménagé en septembre. Alors, la CCI a déménagé en juin. En juin même. En juin, pour s'installer à Europol, dans le bâtiment du WTC.
On avait déjà là-bas le centre de congrès et on avait l'équipe Grex qui s'occupe de l'international qui était également déjà implantée à Europol. Et l'idée, c'était de regrouper toutes les forces vives dans ce beau bâtiment, toutes les forces vives pour travailler davantage en synergie, à proximité de la gare. Enfin, on coche pas mal de cases pour mieux travailler. Et puis pour donner aussi une autre image de la CCI qui aujourd'hui s'apparente vraiment à une entreprise de service. Donc des locaux plus adaptés, plus pratiques. Vous êtes aussi à côté de Grenoble École de Management. Exactement. On est des entités dont dépend qui est la filiale de la CCI. Et ça donne aussi beaucoup de sens que d'être tous sur un même lieu. Alors, dans ces nouveaux locaux, vous avez inauguré également, là c'était plutôt à l'automne, un nouveau lieu un peu particulier pour les chefs d'entreprise. Alors, un nouveau lieu particulier parce qu'il n'existait pas à Grenoble et que c'est une demande des chefs d'entreprise à laquelle on a souhaité donner une suite favorable. Cet espace qui s'appelle Prologue a été créé pour accueillir les décideurs en fait. Donc, c'est vraiment un espace, là on le voit, très très qualitatif, très cosy, avec tous les services que le chef d'entreprise pourra imaginer, on saura y répondre pour organiser des CODIR, pour organiser des rendez-vous d'affaires, puisque ce lieu, en plus d'être très bien situé à 2 pas de la gare, permet aussi une certaine confidentialité. Oui. Plusieurs entrées possibles, il coche beaucoup de cases et il répondra sans nul doute aux demandes des entreprises, aux besoins des chefs d'entreprise. Ça s'appelle Prologue. N'importe quel chef d'entreprise peut solliciter, peut louer l'espace. Bien sûr. Ouais. Il est ouvert à tous les chefs d'entreprise, mais plus largement au monde politique, au monde scientifique, à tous ceux qui souhaiteraient pouvoir l'utiliser, bien sûr. Alors, c'était une année de transition pour la CCI, nouveau président, nouveaux locaux, le déménagement, etc. Une année qui aurait dû s'achever par une soirée festive, la nuit de l'économie, traditionnellement organisée au Summum, et qui permet cette nuit de décerner chaque année les trophées présence. Mais une nouvelle fois, Emmanuel, l'épidémie de Covid n'était pas dans le bon timing de cette nuit de l'économie. Non, pas bien. Alors, on a attendu quand même l'intervention du Premier ministre pour se décider. Et puis l'intervention était telle que ça nous a paru quand même compliqué et prendre beaucoup de risques que d'organiser cette soirée. Donc, on a fait le choix de ne pas mettre en difficulté et nos partenaires et les leaders et puis tous les participants. Alors, c'est dommage parce que c'est quand même 1 an de travail. Alors, on peut considérer que tout sera prêt pour l'année prochaine ou presque, mais c'est quand même vraiment dommage. Et je tiens là vraiment à remercier nos partenaires qui nous suivent quand même depuis le début et qui sont aussi déçus que nous. Et à remercier mes collaborateurs qui ont quand même donné beaucoup de leur temps et qui doivent être extrêmement déçus de ne pas ce soir partager ce moment qui, au-delà de la remise de trophées, est aussi un très beau moment convivial qui permet à tous les chefs d'entreprise de se retrouver puisqu'on est quand même presque 1000 et on l'a vu cette soirée. Sur ces images au Summum, il y a aussi toute une partie spectacle au cours de cette soirée qu'on retransmet d'ailleurs avec plaisir chaque année sur Télé-Grenoble. Bon, il n'y en aura pas en 2021, il n'y en avait pas eu en 2020. Les images qu'on a vues, c'était 2019. Ça commence à dater, mais c'est la dernière édition en live. J'espère que Pierre aura l'occasion d'en connaître une quand même dans son mandat. À 5 ans, on ne va pas être pessimiste. Bon, en tout cas, malgré la crise, il y a beaucoup d'entreprises iséroises qui réussissent et qui s'illustrent. On va en récompenser 6 ce soir, qui, soit par leur croissance, soit par leur performance à l'export, ont connu une année 2020 assez exceptionnelle, puisque les trophées 2021, Emmanuel, récompensent ce qui s'est passé en 2020. C'est ça, en fait. Ce sont les entreprises qui ont performé en 2020. Donc, c'est une enquête, un questionnaire qui est envoyé aux entreprises. Donc là, on a pratiquement 1200 réponses, donc c'est très significatif quand même et ça nous permet un classement digne de ce nom. Et les entreprises qu'on a interrogées, d'ailleurs je remercie celles qui ont répondu, ont un chiffre d'affaires de plus d'1,5 million et emploient au moins 10 personnes. Donc vous prenez le premier du classement, comme ça il n'y a pas de contestation possible. Pas forcément, parce que le premier du classement, il peut avoir par exemple déjà été primé. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un classement qui est extrêmement objectif et très fiable. Voilà. Alors on va les découvrir au fur et à mesure de cette émission. C'est lauréat 2021. Et vous l'évoquez, il y a des parrains qui sont associés à cet événement sur chaque catégorie. Le premier trophée est parrainé cette année par le Dauphiné libéré. C'est Lionel Arsemenso qui est le directeur départemental du Dauphiné, que l'on retrouve en visio pour nous donner le nom du premier lauréat de cette soirée. Bonjour à tous, je suis Lionel Arsemenso, je suis le directeur pour l'Isère des éditions du Dauphiné libéré.
Je suis très heureux du partenariat qui est noué entre notre titre et les trophées présence. Et je vais juste vous dire quelques mots sur le Dauphiné Libéré. Le Dauphiné Libéré, aujourd'hui, c'est 185 000 exemplaires et on considère que nous touchons 350 000 à 400 000 lecteurs. Sans compter, donc ça c'est sur le journal papier, sans compter les millions de pages vues que nous faisons chaque jour sur notre site internet qui est en croissance permanente. Donc pour arriver à cette performance-là, nous avons plus de 600 collaborateurs répartis dans toute la zone, dans les 9 départements de la zone, et dans l'Isère, nous sommes 120 à travailler pour arriver à générer justement cette information locale et à répondre aux besoins de nos lecteurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir dire que le Dauphiné Libéré a parrainé un trophée qui sera remis à l'entreprise Assigne. Donc bonne vie à elle et belle réussite à cette entreprise. Voilà, et on accueille tout de suite le chef d'entreprise d'Assigne, Daniel Assayas, leader export 2021 dans la catégorie des entreprises de moins de 50 salariés. Assigne qui a été fondée en 2008 et qui est installée dans le quartier Europol à Grenoble. Une vingtaine de salariés, un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2020, une croissance de chiffre d'affaires à l'export de 886%. Le chiffre est bon, il est énorme, il est bon. Daniel Assayas, bienvenue. Félicitations pour ce premier trophée de la soirée, trophée présence, donc pour vos performances à l'export. Avant de parler de ces performances, un petit mot quand même sur votre entreprise. Assigne, qu'est-ce que vous faites ? Alors, on est spécialisé dans la conception de circuits intégrés, de puces, si vous voulez. Petites puces électroniques. Exactement. Et on a 2 spécialités, ce sont les télécommunications sans fil, les puces que vous allez retrouver dans les téléphones, dans les satellites, dans les radars, et dans les capteurs. Donc, ce qui va être capteur de mouvement, centrale inertielle par exemple, capteur de température, de pression, d'humidité, bref, tout type de capteur que vous pouvez imaginer. Et donc après avoir créé la société il y a maintenant 13 ans, en 2008, il y a 5 ans, on s'est dit, finalement, essayons de mettre nos 2 compétences ensemble, les communications sans fil et les capteurs, pour faire des produits qui permettent de faire de la télémesure, et donc qui prennent cette forme-là. C'est très simple, c'est des capteurs sans fil et sans batterie. Autrement dit, vous pouvez les interroger à 5 ou 10 mètres de distance et trouver l'information qui va être détectée par ces capteurs. Donc, sans fil, ça veut dire que vous pouvez les mettre dans des machines tournantes, dans toutes les machines de l'industrie. Et sans batterie, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'entretien, de maintenance. Vous n'avez pas à aller changer une batterie régulièrement. Ce petit capteur-là que vous nous avez amené, on va le remontrer. Avec plaisir. Il n'a pas besoin d'énergie du tout pour fonctionner ? Alors, il n'y a pas de magie. C'est dommage. Voilà, je vais tout vous dire. Une fois que le capteur est en place, vous l'interrogez avec n'importe quel lecteur du marché de type RFID. Et c'est là qu'était l'innovation, c'est de pouvoir être entièrement compatible avec les lecteurs existants et néanmoins pouvoir, au-delà d'un simplement numéro d'inventaire, ce que fait le RFID classiquement, pouvoir récupérer une information de type capteur. Et du coup, les applications sont absolument innombrables. Et pour en citer quelques-unes, vous pouvez mettre ça dans l'agroalimentaire. Vous pouvez imaginer mettre ça sur les blisters pour vérifier la fraîcheur de la viande, du poisson, être sûr que la nourriture n'est pas avariée. Dans tout ce qui est logistique, être sûr que les paquets n'ont pas subi de choc. Vous pouvez mettre ça dans les grandes centrales électriques, être sûr que les grandes turbines ne subissent pas trop de contraintes et sont encore en état de fonctionnement. Pour vous citer, voilà, quelques exemples d'applications. Alors, ces capteurs, vous les testez, j'imagine, dans différentes configurations avant de les mettre sur le marché ? Absolument, parce que qui dit pas d'entretien dit qu'il faut que ça marche. C'est-à-dire, on vend le fait... Que ce soit fiable. Exactement. On vend le fait que nos clients n'ont pas à aller changer les batteries ou changer l'équipement. C'est donc que ça doit marcher. Donc, on les teste et tous les capteurs subissent des tests plutôt agressifs pour être sûr qu'une fois en place, ils puissent remplir leur office. On les voit, là, ces petites puces électroniques que vous produisez et que vous mettez à rude épreuve. Absolument. Donc là, c'est pour des gyromètres de haute précision pour s'assurer qu'on a la bonne maîtrise, de la bonne mesure de la rotation des objets. Vous fabriquez tout ici dans votre entreprise à Grenoble ? Alors, c'est la beauté de la microélectronique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est ce qu'on va appeler une fabless, c'est-à-dire c'est une société de matière grise, c'est des ingénieurs qui travaillent derrière des PC, et en gros, pour schématiser, on appuie sur un bouton,
et la production de millions de pièces peut suivre. C'est-à-dire on n'a pas investi dans un outil de production. L'industrie est vraiment très bien segmentée et permet à des petits acteurs comme nous d'intervenir sur ce type de marché et notamment à l'international du coup. Alors, vous le disiez, la société a plus d'une dizaine d'années. Comment expliquer que ce soit en 2020 qui est ce boom, 886% de croissance à l'export? Ça ferait rêver tous les chefs d'entreprise. Écoutez, on était les premiers surpris, mais à la fois, c'est le résultat d'une démarche qu'on a entamée il y a 5 ans, c'est-à-dire démarrer le développement du produit. Le cycle microélectronique est quand même long, c'est-à-dire c'est un cycle d'investissement pour lequel il faut vraiment développer la puce. Et après, aller la marketer, c'est-à-dire prendre notre petite sacoche, aller la montrer sur les salons aux États-Unis, en Chine, en Inde, et aller servir les clients qui sont dans tous ces pays. Aujourd'hui, les marchés à l'étranger sur lesquels vous êtes bien implantés, ce sont lesquels? Alors, principalement Europe, États-Unis, et les gros efforts à venir vont être pour l'Asie. Quand on est une jeune entreprise, une dizaine d'années, ça reste jeune, qu'on veut se lancer comme ça sur des marchés à l'international, est-ce qu'on a des outils, des soutiens localement pour y arriver? Alors, on a une chance extraordinaire. Vous avez mentionné tout à l'heure Grex. Si vous voulez, nous, petite structure, pour aller se projeter à l'international, on n'a pas les moyens de connaître tous ces différents pays. Et là, on passe un simple coup de fil. On a accueilli gentiment, il y a une disponibilité, il y a une réponse. Il y a, si vous voulez, quel est le taux de TVA en Inde et comment je fais ma facture? Vous avez la réponse. Et Grex, franchement, a été d'une aide incroyable. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de partenaires d'aide à l'export. Il y a eu, on peut mentionner les banques, la BPI. Mais là, pour citer un exemple vraiment extrêmement concret, dès qu'on a des questions, on a une réponse qui nous aide à avancer. Grex, Emmanuel, c'est le centre de commerce international. Ah, écoutez, on a été très bien servis. Non, Grex, c'est que ça fonctionne. C'est que ça visiblement. fonctionne. Donc ça fonctionne pour les petites entreprises, mais pour les grosses aussi, ça fonctionne pour toutes les entreprises en fait. Vraiment, pour les aider à l'international, pour leur donner toutes les informations en termes de réglementation dont elles ont besoin, pour trouver de nouveaux marchés. Enfin, c'est vrai que Grex, c'est précieux et a une panel de services, un panel très, très important, vraiment. J'ai vu, Daniel Sayas, que vous aviez l'ambition de devenir leader sur le marché des capteurs RFID. Absolument. Donc aujourd'hui, on est par nature les premiers en venant avec cette innovation. L'idée, c'est de pousser notre avantage. Et comme je vous disais, aujourd'hui, à partir du moment où les cycles de production sont en place, finalement, la seule limite, c'est l'effort qu'on va mettre pour vraiment s'implanter dans les différents pays. Donc on vient d'ouvrir une filiale aux États-Unis. L'étape d'après va être penser à l'Asie, justement. Bon, 886% de croissance, ça ne va pas être évident à faire chaque année. Quand même. Bon. on trouvera une autre rubrique pour venir vous voir. Bon, il y a des pistes de développement au-delà de votre technologie? Absolument, c'est-à-dire c'est vraiment c'est de la haute technologie, donc c'est un investissement constant. Et la suite, c'est vraiment, à partir du moment où on peut recueillir énormément d'informations avec ces capteurs, c'est pouvoir la traiter. Et c'est là où le domaine de l'intelligence artificielle aujourd'hui est absolument incroyable et dans lequel on investit pour pouvoir, à partir du moment où ces capteurs sont noyés dans les matériaux qui nous entourent, pouvoir extraire une information utile pour les utilisateurs. Pierre, on a souvent la réputation d'être une petite Silicon Valley grenobloise ici sur notre territoire. Alors nous, on est content d'avoir ce statut, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises sur le même segment de la nano, de la microélectronique qui se développent et qui font de belles carrières à l'international ici chez nous. Effectivement, on a la chance d'avoir bien sûr des grosses entreprises qui sont sur notre territoire, telles que ST Microelectronics, Soitec et autres, qui sont vraiment dans les nanotechnologies. On a le CEA, où sortent beaucoup d'ingénieurs qui créent des fois leur start-up, etc., et qui débutent et qui font des belles entreprises. C'est vrai qu'on l'a vu d'ailleurs pendant la crise, notre territoire a moins souffert, je pense, que d'autres territoires en France, notamment liés à notre secteur des nanotechnologies. Alors, on va rester dans la catégorie export avec une entreprise, cette fois, de plus de 50 salariés. C'est une distinction que vous faites, Emmanuel, dans ces classements, plus de 50 et moins de 50. Alors, les TPE, normalement, je crois que c'est 10 pour moins de 10. Les PME, c'est 250 salariés. Pourquoi 50 pour le classement des trophées présence? Parce que ça nous permet, de façon équitable, de récompenser en pourcentage à peu près autant d'entreprises qui sont en dessous
qu'au-delà, bon, Ah, il fallait choisir c'est le critère une, médian pour avoir ouais, à peu près. autant Il fallait d'entreprises. choisir un critère, on a choisi celui-là. Des deux côtés. Bon, si vous continuez comme ça, Daniel, vous allez peut-être passer de catégorie dans les années à venir. On l'espère. Hein, ça sera en tout cas avec grand plaisir qu'on reviendra vous voir. Voilà, vous ne pouvez pas gagner 2 fois la même catégorie, mais peut-être qu'en changeant de catégorie, on ne sait jamais. En tout cas, on va accueillir l'autre gagnant, l'autre leader export, donc dans ces entreprises de plus de 50 salariés. Et le parrain de ce trophée, c'est la station de l'Alpe d'Huez, qui importe, elle, beaucoup de skieurs tout au long de l'année, notamment l'hiver. François Badjili, le directeur de l'Office du tourisme, on le retrouve tout de suite en vision. Il va nous livrer le nom de l'entreprise lauréate. Eh bien, bonjour à tous. Comme vous le savez, en montagne, on est habitué à jouer collectif parce que tout seul, on ne pèse pas grand-chose. Donc, c'est depuis de nombreuses années que l'Alpe d'Huez a plaisir à s'associer à la Chambre de commerce à travers ces nuits de l'économie. Et puis surtout, bien sûr, dans notre cœur de métier, qui est la montagne, et toute l'ingénierie qui va autour, et de soutenir tous ceux qui ont de bonnes initiatives et qui nous permettent à notre département d'aller de l'avant, d'être partenaire du Trophée de la montagne. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on a à se retrouver les uns les autres. Cette année, malheureusement, c'est un petit peu particulier. On n'est pas physiquement tous ensemble, mais en tout cas, l'esprit est. À l'Alpe d'Huez, on sait être solidaire, on sait soutenir et accompagner tous ceux qui bougent et qui ont envie de faire bouger les choses. Et c'est pour ça qu'on est très fiers d'être le partenaire et le parrain de la société SDCEM. Daniel Torrent, le directeur général de la SDCEM, qui nous rejoint, entreprise créée il y a plus de 70 ans, est basée à Champagné, qui est dans la banlieue sud de Grenoble, 85 salariés aujourd'hui, un chiffre d'affaires de 15,5 millions d'euros en 2020. Et une croissance à l'export en hausse de plus de 71%. Alors c'est moins bien que l'autre Daniel, ça y est, à côté de vous, mais c'est déjà très remarquable, 71% de croissance à l'export. SDCEM, c'est les initiales de l'entreprise. Oui, alors on est resté sur ce nom-là parce que sinon c'est Société dauphinoise de construction électromécanique. Donc, quand vous discutez comme ça avec des clients chinois, c'est un peu compliqué. Donc, pour les Chinois et pour tous les autres clients, on a décidé que c'était SDCEM, tout simplement. Bon, voilà. On l'appellera comme ça, on l'a compris, vous avez des clients un petit peu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous fabriquez à la SDCEM ? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est des solutions de coupure moyenne et haute tension. Alors, ça ne parle pas trop. Ce sont des appareillages que nous vendons à des clients qu'on appelle des exploitants, des gestionnaires de réseaux électriques de haute puissance. On fait du matériel qui va de 1500 volts à 550 000 volts. Donc, c'est des niveaux de tension qui sont assez difficiles à imaginer, sachant que chez nous, à la maison, on est plutôt sur du 220 volts. On voit quelques images. C'est des appareils qui peuvent être assez volumineux. Là, c'est un petit, à la rigueur, il fait moins d'1 mètre, mais ça peut aller jusqu'à 13 mètres de haut. Voilà, et donc des clients, donc surtout gestionnaires de réseau, mais aussi des clients qui intègrent et qui font des packages complets pour ces gestionnaires de réseau-là. Voilà. Comment vous expliquez qu'en 2020, vous ayez eu une telle croissance à l'export ? C'est un petit peu comme mon collègue, c'est le résultat de développement produit depuis plusieurs années. On était sur un marché en particulier en Chine qui avait démarré dans les années 95 environ, avec l'aide d'un client français assez connu. Et puis on a pris petit à petit notre envol. On a réussi à développer une relation forte avec nos clients chinois en particulier. Et grâce à ça, voilà, à force d'expliquer, de rentrer dans ces différentes solutions techniques, on a su s'imposer. Voilà, donc c'est une très très belle réussite pour nous. 2020, c'est aussi non seulement la Chine, je disais, mais c'est aussi d'autres pays, le Portugal, l'Europe de l'Est, et puis cette année, ça a été les États-Unis. Donc, on est assez fiers de ça. Alors, pour être en capacité de produire de servir autant de pays, vous avez une usine de production installée ici, dans le bassin grenoblois, à Champagné. Je crois qu'elle est toute nouvelle, pratiquement. Elle a à peine 2 ans. Elle a 2 ans, exactement. On était à la base sur Vif.
un tout petit peu excentré de la métro grenobloise, la métropole grenobloise. Et puis, on a eu cette opportunité-là et on a dit banco. Et donc, on est les premiers sur cette ZAC depuis 2 ans. Et on a beaucoup concentré notre réflexion sur les conditions de travail. La qualité de vie au travail, c'est un élément qui est très, très important pour nous. Qualité de vie au travail, notamment le classique, le réfectoire, le moyen pour déjeuner, mais aussi des systèmes de type, on a mis en place une pétanque, un baby-foot. Alors, c'est pas ce qu'on voit. Là, on voit des choses comme ça. Là, on voit les on outils, voit les outils de production. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été très important pour nous, de nous assurer une qualité de vie au travail importante. Et puis, bien sûr, un atelier digne de ce nom-là, qui fait dans les 3800 mètres carrés, beaucoup, beaucoup plus important qu'à Vif, qui devait faire dans les 1500. C'est un domaine où on doit innover, ou ce sont des équipements, on va dire, un peu traditionnels? Alors, on n'est pas obligé d'innover. Par contre, si vous voulez progresser quand même, et puis si vous voulez rentrer sur un certain nombre de marchés que vous avez du mal à cibler ou à connaître, oui, l'innovation est un élément vraiment très important, même si nos appareils, ce sont des appareils qui sont très normés. Donc, vraiment, il y a des normes très précises à tenir, des données techniques très identifiables. Mais l'innovation, quand même, reste un élément qui est cœur pour nous. Et là, on n'est pas loin de signer un contrat qui sera important pour nous en termes de solutions digitales et innovantes, de manière à mieux sécuriser nos appareils pour nos clients. Vous le soulignez, il y a aussi dans cette réussite le travail d'équipe, l'ambiance au travail qui est important, quel que soit le secteur dans lequel on évolue. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la qualité de vie au travail, c'est un élément important. On considère quand même je considère que l'entreprise, je dis souvent, l'entreprise, c'est entreprendre. Donc, c'est faire ensemble. Et si on n'y arrive pas, c'est un peu aussi de notre responsabilité à tous. Mais quand on y arrive, c'est un succès collectif. Et on est très heureux ce soir en tout cas, je suis très heureux de représenter cette entreprise, SDCEM, avec cette force de frappe des 85 personnes. La croissance, c'était pour 2020. 2021, c'est dans la même dynamique en ce qui concerne votre 2021 entreprise? est une année un peu plus difficile, même si la croissance à l'export reste de mise. On est autour de 8-10%. Maintenant, le marché domestique reste un marché quand même plutôt atone sur cette année 2021. Mais on va rebondir de toute façon, ça c'est sûr. Alors Pierre, Daniel Torrent expliquait que SDCEM était la première entreprise à s'être installée sur cette nouvelle zone d'activité de Champagné. Ce n'est pas la commune la plus connue de l'agglomération, c'est après Échirolles, au sud de Grenoble. Et la métro, sur une ancienne friche industrielle, a relancé cette zone d'activité. Première entreprise, mais ça va devenir peut-être la place to be de l'économie grenobloise dans les années à venir. Oui, tout à fait, parce que d'abord, il faut savoir qu'on a un problème de foncier sur notre territoire. On a les montagnes et le foncier devient rare. Et c'est vrai que cette nouvelle zone où Daniel va s'installer, il va y avoir de belles entreprises aussi qui vont l'accompagner, telles que Aledia, dernièrement, il y a eu la pose de la première pierre, ou HRS pour l'hydrogène qui va s'installer là-bas et d'autres. Elle est quasiment, je crois, remplie maintenant, c'est la zone. Donc il va falloir trouver encore du foncier ailleurs pour installer nos belles entreprises qui viennent aujourd'hui sur notre territoire, qui se développent sur notre territoire. C'est formidable, on en parlait tout à l'heure. Moi, je suis très fier de notre territoire. C'est pour ça que j'ai envie de le défendre. Quand je vois des belles entreprises comme ça fait plaisir. Voilà. Voilà, Lydia qui avait remporté les trophées présence l'an dernier, qui produit des écrans à partir d'une nouvelle technologie à base de LED et qui, là aussi, pourrait devenir un des très grands sur le marché mondial dans les années à venir.
Merci à tous les deux. Daniel, je ne sais pas si c'était un critère, Emmanuel, pour remporter la catégorie export, d'avoir un chef d'entreprise qui s'appelle Daniel cette année. Oui, c'en était un. On comprend pourquoi. Donc, bravo. Maintenant, vous le savez, on ne donne pas le prénom pour l'année prochaine, on verra. Si c'est Patrick, c'est mon frère. Ah, ben voilà, ça peut rester dans la famille. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous expliquer ce que vous faisiez. Puis n'oubliez pas votre trophée, puisque vous allez le partager avec vos équipes respectives. Absolument. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt à tous les deux. Merci. Merci. Je suis toujours avec Emmanuelle Rivière, la directrice générale de la CCI, et Pierre Streff, le président. On vient de voir deux entreprises qui se portent très bien. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, malheureusement, dans le monde de l'entreprise. Certains secteurs, Pierre, ont été fortement touchés par la crise sanitaire. Comment se porte l'économie iséroise après 2 ans pratiquement de régime Covid ? Alors, je disais tout à l'heure, on est plutôt privilégié sur notre territoire par rapport à la crise Covid. Ceci dit, comme de partout dans notre pays, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est restauration, café et autres, bien entendu, discothèques, ont beaucoup souffert et continuent malheureusement, on l'a vu dernièrement, à souffrir donc, de cette crise sanitaire. L'État a quand même été exemplaire, ainsi que les banques. On peut le dire quand même, il y a eu beaucoup d'aides pour ces entreprises-là qui ont pu quand même s'en sortir. Aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a une relance de l'économie qui fait que on se retrouve avec des problèmes d'approvisionnement, comme on le voit notamment dans le bâtiment, où ça commence à poser des problèmes parce qu'il y a des hausses de prix qui sont assez colossales sur certains produits. Notamment le bois et autres. Et les matières premières. Les matières premières, ça devient très compliqué. Alors on espère que ça va se stabiliser. C'est un petit peu dû à des usines dans le monde qui étaient fermées dans plusieurs pays du monde et tout, qui font que maintenant la production, le temps que ça se relance, ça va prendre du temps. Donc il y a une hausse des prix. C'est très compliqué. On espère simplement que la conjoncture est en train de monter, on espère qu'elle va se stabiliser et surtout qu'elle ne descende pas. Parce que j'ai peur que dans 6 mois ou dans 1 an, ça devienne un petit peu plus compliqué. Mais une sorte d'effet yo-yo. On ne souhaite pas. On a un petit peu peur de cet effet yo-yo, effectivement. Pendant cette période, j'imagine que de crise sanitaire, la CCI est extrêmement sollicitée, Emmanuel, par les différents champs d'entreprise, des secteurs impactés que vient d'évoquer Pierre. La CCI a été vraiment sollicitée par les entreprises, mais aussi par l'État. Et on était en lien quotidien avec la préfecture. Alors, pour faire remonter les informations du terrain dont elle avait besoin, mais aussi pour relayer toutes les informations et notamment toutes les aides qui étaient prévues au niveau national. Et on a joué ce rôle-là. On a mis en place beaucoup de choses, et notamment une plateforme de vente de masques avec la région, une plateforme de géolocalisation des commerces ouverts, une plateforme qui s'appelle En bas de ma rue pour permettre la vente pour tous les points de vente en fait. Continuer de vendre en cette période-là. On a maintenu les services, toutes les missions régaliennes ont été maintenues, les formalités, alors à l'international, mais aussi les formalités normales, on va dire. Et puis, on a digitalisé beaucoup. Donc, les ateliers pour permettre quand même encore des échanges, les sessions de formation. Je pense que la CCI a été au rendez-vous. En tout cas, c'est le message qu'on a eu après. Mais ça a été une réalité. S'il y a encore des secteurs touchés, Pierre évoquait les discothèques ou l'événementiel, on est là ce soir alors qu'on aurait pu être normalement au summum. Il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est les stations de ski qui vont a priori faire une belle saison. Oui, parce que l'année dernière, ils ont beaucoup souffert. C'était c'était assez aberrant parce que du coup, il y avait beaucoup de monde sur les pistes, puisque tout le monde faisait de la randonnée alors qu'il n'y avait pas d'entretien. Donc les gens pouvaient se faire être dangereux. Encore plus mal que si les pistes étaient damées. Mais c'est vrai qu'on pense beaucoup aux gens qui sont sur l'événementiel. On avait effectivement cette soirée de l'économie qu'on a été obligé d'annuler. Beaucoup de commandes avaient été passées auprès de traiteurs, de distributeurs de vin et autres. Et pour eux, c'est dur, parce qu'on est obligé d'annuler. Donc, ils avaient passé des commandes, ils s'étaient organisés. J'ai beaucoup
je suis très embêté pour eux, hein, mais malheureusement, on n'y peut rien. C'est la crise qui est comme ça, on peut rien y faire. Alors, cette crise sanitaire a quand même offert de belles opportunités à certaines entreprises. Ça dépendait des secteurs sur lesquels elles étaient positionnées. On va passer dans cette suite des trophées présence aux entreprises qui ont affiché les meilleurs taux de croissance en 2020. On va s'intéresser d'abord à la catégorie des moins de 50 salariés avec le trophée donc leader croissance parrainé par l'assureur Groupama. Et c'est Véronique Bliard, responsable institutionnel et partenariat, qui nous présente Groupama et qui nous révèle également le nom de l'entreprise lauréate pour 2020. Groupama accompagne depuis plusieurs années les trophées de présence avec la CCI de Grenoble. C'est important pour nous d'être aux côtés du territoire parce que nous sommes un assureur de proximité. Nous avons 36 agences sur le territoire de l'Isère, 120 collaborateurs à votre service, spécialisés dans les métiers de l'entreprise, spécialisés vers les particuliers ou vers les TPE-PME. Pour nous, c'est important en tant qu'entreprise citoyenne d'être aux côtés de tous les acteurs du territoire de l'Isère. Et aujourd'hui, je suis ravie de remettre au nom de Groupama Rhône-Alpes Auvergne le trophée à l'entreprise Live Session de Crolles. Voilà, et on accueille Laurent Janolin, le fondateur de Live Session, entreprise créée en 2007 et basée donc, Véronique Bliard nous l'a dit, à Crolles, 14 salariés, un peu plus de 3 millions de chiffre d'affaires en 2020. Et c'est ce chiffre d'affaires de 2020 qui avait connu une hausse de 156%, ce qui vous vaut, Laurent, bienvenue, de remporter ce trophée présence. Avec Live Session, vous aviez eu du nez, j'ai envie de dire, avant la crise sanitaire. C'est vrai que c'est une entreprise que j'ai créée en 2007 et on n'imaginait peut-être pas qu'on allait avoir ce développement, ou en tout cas sous cette forme, puisqu'on a eu une véritable accélération forcément en 2020 où nos services ont trouvé tout leur sens, puisque nous, ce qu'on propose chez Live Session, c'est d'aider les entreprises à créer et organiser des classes virtuelles et des webinars. Donc, il y a encore quelques temps, on expliquait beaucoup ce que c'était. Personne ne connaissait le terme webinar. Voilà, on faisait beaucoup ce que nous, moi je disais toujours, on fait de l'évangélisation, c'est qu'on allait voir les clients pour leur raconter un peu ce que c'était et ce qu'on pouvait leur apporter. Et aujourd'hui, on est dans une autre approche, c'est-à-dire que tout le monde en fait. Les enfants en ont fait au collège, à l'école, et les entreprises ont déployé en masse des outils de visio. Et donc, nous, on est là pour aider à faire en sorte que ces créations et ces visios se passent bien. Voilà. Je crois que vous développez un logiciel depuis quelques années déjà dans cet environnement. Oui, tout à fait. Au début, on était vraiment une entreprise de service pour accompagner à la mise en place de cette modalité. Et puis, nos clients nous ont challengés pour qu'on les aide à organiser, à créer ces modalités-là. Et donc, on a commencé à développer un logiciel pour nous, d'abord, comme un outil de production interne. Et puis, on s'est vite dit qu'il y avait une opportunité, donc c'était en 2015, de créer un outil qu'on mettrait à disposition de nos clients pour être le trait d'union, finalement, entre les outils de visio dont on entend parler, les Teams, les Zoom, voilà, tout le monde maintenant a ça en tête. Ça me fait sourire parce que vraiment, il y a quelques temps de ça, c'était vraiment... confidentiel. Quand je disais un mot comme ça, tout le monde me regardait en disant encore un technicien, quelqu'un qui parle de ces outils. Mais là, maintenant, c'est répandu. C'est dans le dictionnaire, classe virtuelle. Voilà. Et donc, on a développé ce logiciel et aujourd'hui, on a vraiment un bel outil qui apporte une véritable valeur à nos clients qui sont... organismes de formation qui sont grands comptes, qui sont une grande entreprise et qui va avoir pour challenge finalement de réussir à industrialiser cette pratique de classe virtuelle ou de webinar. Voilà. Ouais, une classe virtuelle, c'est un peu différent d'une visio classique comme on peut le faire maintenant avec tous les outils que vous avez cités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'outil peut être le même, mais un peu comme dans la vraie vie, une formation, on va utiliser une salle de réunion. Mais c'est ce qu'on va y mettre qui va faire la différence. Et puis il y a aussi comment on convoque les gens. Dans une réunion, on n'a pas forcément besoin des attestations de présence. Dans une classe virtuelle ou dans un webinar, on va être intéressé pour savoir qui a participé, qu'est-ce qui s'y est dit. Et nous, on va couvrir en fait le processus global depuis la facilitation de l'inscription jusqu'à justement la récupération des données et au milieu aider les entreprises à collaborer dans l'organisation de leurs événements, puisqu'on a des clients qui ont jusqu'à 40 gestionnaires qui vont
organiser des milliers de formations par an. Et nous, on est là pour donner un outil qui facilite et qui permet de faire tout ça sans que ce soit un cauchemar. Voilà. J'imagine que depuis le premier confinement en 2020, vous avez été extrêmement sollicité. Vous avez réussi à répondre à toutes les demandes ? Ça ne s'anticipe pas, personne n'avait anticipé ce phénomène. Non, pas à toutes. Et on a pris une décision douloureuse commercialement de ne pas répondre à toutes les demandes. Ce qu'on a choisi de faire, c'est de se concentrer sur nos clients, qui avaient impérativement besoin, eux, de continuer leur activité. Ils avaient besoin de nous. Et vu la masse de demandes qui voulaient nous confier, on s'est dit qu'il fallait impérativement qu'on réussisse ce challenge, ce qui nous a permis d'avoir un développement assez fort. Donc ça a été ce moment un peu charnière. On s'est concentré pour réussir à tous ensemble avec l'équipe qui a vraiment été formidable pour que ça se passe bien, à livrer nos clients. Et puis une fois la vague passée, là on est un peu dans une phase de normalisation 2021, c'est-à-dire que on était passé du tout présentiel avec un peu de digital, du tout digital en marche forcée. Et là aujourd'hui nos clients équilibrent leurs activités d'événements ou de formation avec un équilibre entre les classes virtuelles et les formations en salle classique. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette normalisation, elle est induite parce qu'on a encore des problèmes sanitaires qui empêchent les gens à pouvoir se réunir. On a aussi le télétravail qui s'est quand même beaucoup développé, c'est-à-dire que les entreprises n'en faisaient pas du tout et aujourd'hui, c'est assez normé. Et donc, on pousse même à en faire. Oui, tout à fait. Et puis, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a plein de bénéfices pour les salariés à utiliser le télétravail. Et donc, voilà, on est dans une situation de travail hybride qui fait que forcément, en parallèle de se rencontrer, de se réunir en salle comme au bon vieux temps, c'est aussi bien de pouvoir le faire à distance avec des bons outils et des bonnes pratiques qui sont toujours humaines. Parce que notre métier chez Live Session, on est dans le digital, donc on est dans la EdTech, on est dans cette technologie-là. Et pour autant, nous, notre spécialité, c'est le live. Voilà. Donc, c'est qu'on a toujours des animateurs, des formateurs qui sont en interaction en temps réel avec leur audience. Et ça, je pense que c'est une des marques de fabrique de Live Session. Et c'est ce qui fait que on apporte quelque chose de différent. Oui, parce que la visio, c'est bien tant que ça marche, mais dès qu'il y a des petits problèmes techniques, on est vite démuni chez soi devant son ordinateur. Tout à fait. Et parlez-en à mon équipe qui, quand même, très souvent fait face à des problématiques comme ça. Et en 2020, ça a été un peu l'apogée puisqu'il y avait beaucoup de nouvelles pratiques et puis plein de situations compliquées du fait de l'usage de l'outil informatique. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on apporte aussi, grâce notamment au fait que nos clients utilisent ce logiciel d'organisation et de création, c'est qu'on apporte beaucoup de services qui permettent de faciliter la mise en place de ces événements. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a souvent un petit truc qui cloche en informatique. Alors, ça marche très bien, sauf quand ça ne marche pas. Et comme nos clients vendent souvent leurs prestations de formation ou alors ils organisent un webinaire et ils invitent leurs clients, s'il y a quelque chose qui cloche, si quelqu'un ne peut pas venir, soit c'est un manque à gagner direct parce que c'est une facturation qui ne se fera pas, soit alors c'est une image qui est un peu mise à mal. Et donc nous, on apporte beaucoup de services avec l'équipe interne et puis un gros panel de sous-traitants avec qui on travaille depuis longtemps pour justement aider à faire en sorte que tout ça se passe bien. Pierre, ça a été une petite révolution, l'arrivée comme ça du télétravail, de toutes ces technologies digitales pour travailler à distance. Oui, les chefs d'entreprise n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser ce type d'outils. Totalement, comme le dit Laurent, moi, à titre personnel, dans mon entreprise, j'avais un salarié qui avait des problèmes malheureusement avec un de ses enfants qui habitait un peu loin de l'entreprise et qui m'avait demandé de pouvoir travailler en télétravail. À l'époque, on n'appelait pas ça le télétravail d'ailleurs.
Travail à distance. Ouais, travail à distance. Il m'avait dit, voilà, on installe l'ordinateur. Il avait mis Internet chez lui, etc. Et puis, il travaillait une journée et demie, 2 jours chez lui. C'était quelque chose d'exceptionnel. C'est pas si vieux, hein, c'était il y a 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, ça s'est effectivement généralisé. Et c'est même très bien parce que ça permet aujourd'hui aux salariés de pouvoir être chez eux, de partager avec leurs époux ou épouses finalement le temps pour les gardes d'enfants, etc. Finalement, c'est un autre mode de travail qui s'est accentué avec la crise, effectivement. Tant mieux pour vous, effectivement. Et c'est quelque chose, et il avait de l'avance un petit peu. Laurent, il avait de l'avance. Il s'est bien positionné. Voilà, et du coup, ça a boosté. Bravo, à tous les cas. C'est bien. Il y a de nouveaux modes de travail qui sont apparus à la suite de cette crise sanitaire, en tout cas qui ont été boostés par cette période, notamment les tiers-lieux qui n'étaient pas encore très développés il y a quelques années, Emmanuel, et qu'on commence à voir un peu partout aujourd'hui. Oui, c'est vrai, parce que les tiers-lieux, c'est en fait à mi-chemin entre le travail en entreprise ou au bureau et puis le travail chez soi. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller sur son lieu de travail, donc c'est quand même un gain de temps, un gain souvent financier aussi. Tout dépend où on habite et où on travaille. Mais ça permet aussi de ne pas être seul, parce que parfois chez soi c'est compliqué, et puis chez soi il faut aussi des outils qui fonctionnent bien, mais ça je vous fais confiance. Mais il faut aussi une bonne connexion Internet. Donc pour être sûr d'avoir tous ces services-là sans, encore une fois, avoir besoin de faire tous les kilomètres qui relient jusqu'au lieu de travail, le tiers-lieu peut être une vraie solution. Et la CCI d'ailleurs s'interroge pour en créer sur des lieux un peu stratégiques. C'est pas si simple, parce que ça demande derrière une vraie animation. Mais on avance quand même. Oui, c'est un système qui a de l'avenir. Est-ce que Live Station a de l'avenir? Parce que la crise sanitaire, on l'espère, elle n'a pas non plus duré encore des années. Ce marché qui a explosé, est-ce qu'il risque de disparaître aussi rapidement, Laurent, selon vous? Je ne crois pas. Je crois que c'est un peu ce qu'on disait. Il y a des nouvelles pratiques qui sont maintenant en place. C'est vrai qu'on ne voit pas les entreprises arrêter le télétravail, obliger tous les salariés à se réunir physiquement, obligatoirement. Je pense que on est dans des nouvelles pratiques. Vous parliez des tiers-lieux, c'est intéressant parce que nous, on se rend compte que quand un de nos clients organise un webinaire ou une classe virtuelle, on se rend compte qu'il ne sait jamais où va se trouver la personne qui va venir participer. Et donc, parfois, on a des gens qui vont être certainement dans un tiers-lieu, dans un endroit professionnel pour travailler, une salle de réunion, son bureau, en déplacement. On voit des choses assez étonnantes en mobilité où des gens participent à des formations alors qu'ils s'arrêtent dans un aéroport ou dans leur voiture. Donc on a vraiment, je pense, une dimension nouvelle qui se met en place autour de comment je pratique mon travail et dans quelle situation je me trouve quand je viens participer à un webinaire ou à une classe virtuelle. Eh bien, longue vie à Live Station, en tout cas, 156% de croissance en 2020, ce qui vous vaut ce trophée. On va accueillir dans quelques instants une autre entreprise qui s'est illustrée avec une forte croissance, une entreprise de plus de 50 salariés. On rentre sur une structure plus importante. Ce 4e trophée est parrainé par la Banque Rhône-Alpes. Je vais laisser Philippe Delacarte, qui est le président de cette banque, nous parler de son établissement et puis nous livrer également le nom du lauréat. Bonjour, je suis Philippe Delacarte, président de la Banque Rhône-Alpes. La Banque Rhône-Alpes est une banque ancrée localement. Notre siège se trouve à Grenoble. Nous participons aux Nuits de l'économie depuis pratiquement l'origine. La Banque Rhône-Alpes a comme vocation d'accompagner ceux qui entreprennent au cœur du territoire. Et dans ce cadre, je suis très heureux de remettre digitalement le prix de la croissance à Telenco Network. C'est un prix mérité au terme d'un parcours de croissance particulièrement brillant. Et je suis d'autant plus heureux de remettre ce prix à Telenco que c'est une entreprise que nous connaissons très bien et que nous accompagnons depuis sa création en 1999. Bravo Telenco. Et on accueille Cécile Schneider, directrice marketing et commerciale de Telenco Networks, filiale du groupe Telenco, une entreprise fondée en 1999 et basée à Moirans. Plus de 500 salariés dans l'ensemble du groupe et un chiffre d'affaires qui bondit de plus de 53% en 2020 pour flirter avec les 100 millions d'euros. Félicitations Cécile pour
pour ce trophée que vous récupérez au nom de l'entreprise Telenco Networks, un acteur majeur sur le secteur des réseaux de télécommunications. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, nous fabriquons, donc on passe par la phase de design, fabrication, commercialisation de tout le matériel de raccordement des télécommunications. Donc, tout ce que l'on va trouver en haut des poteaux télécom, par exemple, et ce que l'on va retrouver également au sein de sa maison avec les petits boîtiers qu'on appelle des prises terminales optiques qui vous permettent d'avoir la fibre chez vous et qui vous permettent également de bénéficier du haut débit pour répondre aux besoins grandissants du télétravail, par exemple. Ouais, la fibre qui, effectivement, est en train de se généraliser, cette fibre optique, c'est vous qui... donc, on le voit là dans les locaux de Moiran, dans votre entreprise. C'est vous qui développez cette technologie et la mettez au service, notamment des collectivités oui, des collectivités, mais également des opérateurs. Donc les plus grands opérateurs en France, en tout cas, puisqu'on bénéficie de la vague France très haut débit, qui vise à déployer la fibre optique sur tout le territoire national d'ici à 2025. Voilà, donc en France, on a une grande partie de ce marché. Et en effet, c'est à Moiran, comme vous voyez là derrière, que l'on fabrique ce matériel. Comme pour Laurent Jeannolin avec LifeStation, vous avez clairement bénéficié de la crise sanitaire. Les besoins en communication, le télétravail et autres ont explosé depuis 2020. Absolument. On a surfé sur cette vague. Et voilà, le besoin en très haut débit pour les gens qui travaillent à la maison, mais aussi pour les enfants qui participaient à l'école à distance, pour les autres plus grands enfants peut-être qui jouaient sur Internet. Oui, parce qu'il n'y a pas que le travail, la fibre sert à beaucoup d'autres choses. Exactement, exactement. 2025, c'est l'échéance pour que l'ensemble du territoire français soit couvert. Qu'est-ce qui va se passer après pour une entreprise comme la vôtre ? Alors, nous travaillons déjà à l'export. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la France est très en avance pour le déploiement de la fibre. Il y a d'autres marchés très porteurs derrière, qu'on adresse déjà au travers de nos filiales. L'Allemagne, l'Angleterre, mais il y a également beaucoup d'autres marchés en Europe, en Afrique, en Amérique latine. Ensuite, en France, me direz-vous, il y a le marché de la maintenance. Donc, une fois que la fibre est installée, il faut s'occuper à la maintenir. Voilà. Ça ne fonctionne pas tout le temps, tout seul. Vous parlez de l'export. Je crois qu'il y a déjà pratiquement un tiers du chiffre d'affaires de aujourd'hui, on fait 30% à l'export. Voilà. Donc, essentiellement l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine. Bon. On a parlé de croissance, la croissance organique interne, et puis il y a également une croissance externe qui a permis à l'entreprise de grandir. Tout à fait. Nous avons racheté en 2021, donc cette année, une société en Allemagne et 2 sociétés en Angleterre, voilà, qui nous permettent de faire de la croissance externe également. Bon, développement à l'international, mais le camp de base, ça reste ici, Moiran, et puis l'agglomération grenobloise. Vous avez différentes structures ici sur le territoire. Tout à fait. Alors, on commence à manquer d'espace, on voit un petit peu là à travers la vidéo, on commence à manquer d'espace, mais bon. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Donc, On vous aurait bien proposé la ZAC du Saut du Moine, mais a priori, elle est déjà complète. Donc, malheureusement, il faudra trouver d'autres espaces. Avec une telle croissance, j'imagine que vous recrutez, vous agrandissez l'équipe également ? Oui, on recrute de jeunes et moins jeunes talents, bien évidemment. Nous avons 6 recrutements en cours. Voilà, je fais un petit message à CCI également si... elle peut nous apporter de l'aide. C'est quel type de profil que vous recherchez ? Alors, nous avons des personnes au service achat, au bureau d'études, au marketing. Voilà, donc divers postes à pourvoir. Nous avons une communauté assez jeune chez Telenco, donc une moyenne d'âge plutôt basse. Moi, je la fais monter un petit peu.
Mais voilà, nous sommes à la recherche de jeunes talents qui aiment le challenge. Parce qu'avec une croissance comme ça, autant vous dire qu'il faut... Ça bouge. Voilà. Donc le challenge, l'international. Donc voilà, un besoin de personnes qui parlent anglais et allemand également, avec cette nouvelle acquisition cette année. Ce sont des profils faciles à trouver. Vous avez beaucoup de demandes quand vous offrez des postes. Avec la possibilité de faire du télétravail, on trouve un petit peu plus facilement. Après, je dois avouer que ce n'est pas toujours évident de capter des talents dans le bassin grenoblois. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui écoutent et qui sont intéressés, je vous invite à contacter Télinco. Chez Laurent, on recrute aussi chez LiveStation ? Oui, on a des postes ouverts en 2022 où on va recruter commerciaux et aussi renforcer l'équipe de développement. Et ça aussi, c'est un vrai challenge, une pénurie de talents. Mais après, je pense qu'il faut savoir aussi adapter l'offre, présenter le sens qu'on apporte dans nos entreprises et qui peut aussi donner envie aux jeunes et aux talents de nous rejoindre. Voilà. Adapté dans un sens et dans l'autre, j'ai envie de dire, Emmanuel, il faut aussi que les formations soient en phase avec les nouvelles attentes des entreprises, notamment dans ces nouveaux secteurs technologiques. Oui, c'est ça. Donc c'est ce qu'on s'emploie à faire à la CCI, puisqu'on a 2 organismes de formation avec l'IMT, formation initiale, et CCI formation continue. Donc, dans les 2 champs, on essaie vraiment d'adapter aux besoins de l'entreprise. D'ailleurs, on va sans doute lancer là une grande enquête pour voir quels sont vraiment les besoins des entreprises et comment, donc, nous, on pourra y répondre. Mais l'idée, c'est aussi d'accompagner les collaborateurs déjà en poste pour les faire évoluer et leur permettre d'accompagner cette transformation de l'entreprise. Et puis, de recruter les talents de demain. Donc là, c'est à l'IMT que ça se passe. En termes d'énergie, on est quand même très, très en pointe. Et il y a d'autres secteurs sur lesquels on va aller. Et au-delà de tout ça, on a aussi une offre de recrutement qui sera bientôt finalisée pour accompagner. Alors, je pense que ce sera plutôt les plus petites entreprises, des TPE, mais pourquoi pas vous accompagner aussi. Depuis la définition du besoin, parce que parfois les entreprises, les chefs d'entreprise ne savent pas finalement quel est vraiment leur besoin, n'arrivent pas vraiment à le définir. Donc, nous, on sera là pour les accompagner. Donc, depuis la définition du besoin jusqu'à l'accompagnement au recrutement, voir la formation du profil recruté si toutefois il ne répond pas parfaitement aux attentes. Mais on pourra reparler formation et recrutement. Merci. Bon, Pierre, ces difficultés de recrutement, c'est peut-être aussi parce que le chômage est en train de reculer ici comme partout en France, ou c'est conjoncturel, ça dépend des secteurs ? Non, ça dépend des secteurs, hein, très, très clairement. C'est vrai, enfin... Tous les secteurs d'activité sont en recherche aujourd'hui parce qu'on parlait tout à l'heure de redémarrage d'activité pour tous les secteurs. Et puis, on parlait tout à l'heure de... vous voyez, tout ce qui est événementiel, tous les gens qui travaillent dans les restaurants, etc., qui ont été en chômage pendant très longtemps, très longue durée, ils sont allés dans d'autres secteurs. Ils se sont dit, finalement, moi, je travaillais beaucoup, parce que je travaillais le soir, des fois, dans les restaurants jusqu'à minuit, etc. Donc, je vais aller travailler dans tel autre secteur, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même des endroits où on pouvait travailler pendant la crise sanitaire, pas dans les restaurants où ils étaient, mais dans un autre secteur. Donc, du coup, ils y sont allés, ils se sont trouvés bien, et puis voilà, quoi. Donc, du coup, le marché de l'emploi, tout s'est un petit peu réinventé. Ça a mis un petit peu... voilà, c'était un petit peu compliqué. Un peu la pagaille, voilà. Alors, pas de partout, hein, faut pas généraliser ce que je dis, mais pour certaines personnes. Et du coup, voilà, il faut réorganiser tout ça et les former, bien entendu, pour aller dans les endroits, dans les entreprises qui peuvent leur plaire, effectivement. Et quand je vois toutes ces belles entreprises qui viennent ici aujourd'hui, il y a des choses à faire. Et quand je vois les jeunes, moi j'ai des enfants qui sont jeunes, et quand je vois ça, c'est encourageant parce qu'il y a quand même de la place pour eux pour aller effectivement dans des entreprises s'ils sont plutôt Internet, s'ils sont sur la fabrication. Il y a de la place pour les jeunes quand même, il y a des choses à faire. Et c'est vrai que la CCI, on peut les accompagner pour qu'ils soient bien et heureux. Parce que quand on est heureux dans son travail,
Ça rayonne sur le reste. On rayonne Souvent. sur le reste, voilà, c'est le plus important. Bon, en tout cas, on recrute chez Telenco et chez Live Session. Donc voilà, s'il y a des amateurs, vous pouvez contacter ces deux entreprises. Merci à tous les deux, Merci Cécile Merci beaucoup. Schneider et Laurent Janola. N'oubliez pas votre trophée en quittant ce plateau, vous l'avez bien mérité. Que je vais ramener à l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. À la dernière partie de ces trophées présence, avant d'accueillir dans quelques minutes l'entreprise leader de cette édition 2021, un titre qui est généralement décerné à des entreprises importantes qui sont déjà bien établies sur le territoire. On va s'intéresser justement à des entreprises souvent de taille très modeste, qui ont quelques mois ou quelques années d'existence. Ce sont les start-up, les jeunes pousses. Emmanuel, il y a un trophée qui leur est dédié spécifiquement. Il y a un trophée qui leur est dédié spécifiquement parce que c'est des entreprises qu'on a envie de mettre en avant. Chaque mois dans Présence, dans chaque numéro de Présence, en fait, on parle de start-up. Et l'idée, c'est de faire voter les internautes pour choisir parmi toutes les start-up dont on a parlé dans l'année, celles qu'ils souhaitent mettre en avant et celles qu'ils souhaitent voir récompensées lors de la nuit de l'économie. Bon, c'est une sorte Voilà, donc c'est de le prix vote, du public, on va dire. Un petit Presque. peu, à partir d'une présélection qui est déjà établie par Présence. Et c'est un peu ça. Alors, comme c'est Télé Grenoble qui est le parrain de cette catégorie, c'est moi qui vais annoncer. On a un petit peu une start-up, nous aussi, à notre façon. Je vais donc avoir le plaisir d'annoncer le lauréat 2021. On va l'accueillir tout de suite. Il s'agit de Laurent Pontieux, qui a créé Kinaps il y a juste 6 mois. Le voilà, Laurent. Une jeune pousse incubée au tarmac d'Innovalet, qui est installée au Totem à Grenoble. Ils sont pour l'instant 3, je crois, dans l'équipe pour développer une plateforme de gestion et de projets collaboratifs. Bravo, Laurent. En effet, merci, félicitations pour ce vote du public. Voilà, en tout cas. Écoutez, on est ravis, je suis vraiment ravi, aussi au nom de mon associé Nilova, qui je suis sûr nous écoute. Hi Nilova, I'm so glad to have you on board. Nilova est indienne et elle a travaillé à Grenoble pendant plusieurs années, elle a beaucoup aimé cette région, mais là elle habite maintenant au Danemark. Bon, voilà. J'ai cherché dans le dictionnaire Kinaps, j'ai pas trouvé la définition. Ah, Kinaps, c'est un petit jeu de mots, ça. C'est un petit jeu de mots. Kinaps, ça veut dire Kinaps is not another productivity software. Kinaps n'est pas encore un de ces outils de productivité, c'est quelque chose de différent. Donc Kinaps, on a décidé de le faire. La société est toute jeune, vraiment. On a créé la société au mois de mai cette année, en 2021. Et elle s'adresse à toute personne qui a besoin d'écrire un document. Ça peut être vous, ça peut être moi pour des notes personnelles, mais on s'adresse quand même surtout aux entreprises pour rédiger des documents. Donc si je prends un exemple, mettons il y a une entreprise, il y a Jeanne qui veut envoyer un document, par exemple à Pauline, à Raphaël. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher ces informations sur son disque dur, dans ses mails, et puis elle va composer un document. Elle va l'envoyer le premier à Raphaël. Mais il faut envoyer autre chose à Pauline qui est à peu près pareil, mais pas tout à fait différent. Donc copier, coller, etc. Et après, comment est-ce qu'on gère le fait qu'il faut mettre à jour ces documents, que les sources d'informations vont évoluer? Ça, c'est le problème auquel nous faisons face, nous, tous les jours. Chercher où se trouve l'information et on ne trouve pas la bonne et finalement on copie, on colle, on a l'impression de refaire plein de fois la même chose, de perdre notre temps. Donc on a décidé de s'attaquer à ce problème-là et on s'est dit il faut mettre de l'intelligence dans des documents. Et c'est vraiment ça la base de Kinaps. Mettre de l'intelligence dans les documents, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte qu'à travers le texte que j'ai devant les yeux, j'ai en filigrane finalement tout son pédigré. Qui l'a écrit, quand, à qui je l'ai envoyé. Et à partir de là, je peux composer mon menu et décider de composer, je ne sais pas moi, peut-être le prochain article de présence pour la CCI de Grenoble. Avec un outil comme le vôtre, on a moins de risques ou pas de risque peut-être de perdre de l'information justement dans ces différents échanges. Oui, en effet, parce que les informations sont identifiées et sont reliées entre elles. Elles sont reliées entre elles et c'est là où il y a aussi de l'intelligence dans cette base d'information avec Kinaps. C'est que les liens, par exemple, qui a écrit quoi, quelle information dépend de quelle autre information. Si je prends un exemple, il y a un cas d'usage pour lequel on a une demande qui est assez solide, c'est la gestion des exigences clients.
Ben ça, Pierre doit bien connaître ça. Dans ses métiers, on a un cahier des charges ou on a un appel d'offres. Et puis, il faut y répondre. Et puis, il faut s'assurer que lorsqu'on a fait le chiffrage, on a bien traité l'ensemble des éléments que le client a demandé. Donc, comment est-ce qu'on fait? On a typiquement le chef de projet qui est là avec son contrat sous le bras et qui va aux revues d'avancement vérifier que tous les termes du contrat ont bien été pris en compte dans tous les documents qui ont été produits par l'entreprise. C'est un travail qui est essentiellement manuel, qui est fastidieux. Nous, on va pouvoir le faire directement à partir des liens qui sont dans ces filigranes, justement, et qui vont permettre de maintenir en permanence la généalogie de tout ce qui aura été produit. C'est ça l'intelligence du document avec Kinaps. Alors vous l'avez dit, l'entreprise est toute jeune. Vous êtes pour l'instant une toute petite équipe oui. installée ici au Totem, en centre-ville de Grenoble. Ah oui, le Totem, c'est fantastique. Puis je le connais bien puisque j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger la French Tech pendant 2 ans. Et donc on s'est installé là depuis la création de la société. Et en même temps, nous sommes incubés par le Tarmac à Innovalley. Nous sommes accompagnés par le Tarmac dans notre développement commercial, dans nos discussions stratégiques et puis surtout dans les rencontres avec les autres entrepreneurs. Vous en êtes où aujourd'hui du développement de ce projet ? Alors, on a un outil qui fonctionne, un outil qui tourne. Que vous pouvez déjà commercialiser ? Qui est commercialisé. Nous avons nos premiers clients. C'est un outil qui fonctionne avec une base gratuite et puis après des options payantes, comme très souvent les startups dans ce domaine-là. Donc on a à peu près 300 utilisateurs et puis des utilisateurs payants, des utilisateurs gratuits. Et ça nous permet de recueillir le feedback, de recueillir les avis, les remarques de nos utilisateurs. Donc c'est beaucoup de communication aussi, de communication numérique, puisqu'on travaille essentiellement en ligne. Et c'est ça qui nous permet de définir la roadmap de l'outil pour le futur. Vous l'évoquiez, Pierre, tout à l'heure, la dynamique à Grenoble sur certains secteurs. Les startups, on en voit pratiquement tous les mois se créer sur l'agglomération. Oui, c'est vraiment super. Et quand j'écoutais Laurent, je pensais à votre première question tout à l'heure, quand vous m'avez dit, vous vous engagez après 2 mandats, BTP, MEDEF et tout. Et vous voyez, c'est ça la richesse. C'est ça la richesse de mandat comme ça, d'être dans une organisation comme la CCI, où on rencontre des entreprises et des gens comme Laurent qui créent leurs entreprises. Et quand on voit l'enthousiasme qu'ils ont, ça fait plaisir et c'est enrichissant pour moi, enfin pour nous, de voir ça sur notre territoire. Voilà, tout à fait. Et vraiment, j'en profite pour encourager les jeunes de s'engager dans des mandats. C'est important parce que moi, je l'ai fait et ça m'a ouvert l'esprit. J'étais, il y a maintenant quelques années, je m'étais engagé pour le BTP et du coup, j'ai de rencontrer les gens, de prendre des idées, de voir comment ils font dans leur métier, même si c'est pas le même secteur d'activité que le mien, etc. C'est toujours enrichissant et franchement, je regrette pas de faire ce que je fais en dehors de mon entreprise, que je reste malgré tout chef d'entreprise. Et j'ai mes entreprises que je continue à diriger avec des directeurs, bien sûr, mais c'est enrichissant de voir tout ça. Et bravo Laurent, on se connaît déjà depuis un certain temps, et bravo pour cette belle société qui a été créée. C'est génial, bravo. Merci Pierre et merci Emmanuel pour le trophée, pour l'organisation. Merci. Bon, on espère que Kinaps vivra longtemps. Il y a quand même, il faut le dire, un taux de mortalité assez important dans les startups, mais ça fait partie du jeu, ce type de modèle. Exactement le jeu, mais je pense, Thibaut, c'est tout à fait le mot qui convient, c'est le jeu. C'est-à-dire qu'on est là par plaisir, on est là pour le plaisir, pour le frisson, et puis parfois on gagne, parfois on ne gagne pas. Mais en tout cas, on est là pour... je pense que ça fait partie de cette démarche entrepreneuriale qui consiste à dire faut oser. J'ai un très bon ami qui me dit toujours qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Voilà, je pense que c'est une bonne question qu'il faut se poser, et puis essayer de trouver... Chacun trouve ses réponses à son... Je dirais à son niveau, c'est peut-être pas le bon mot, mais disons en adéquation avec soi-même, et puis après, il faut y aller. Eh bien, on y va. On vous suit. Merci. Il nous reste un trophée sur cette table. Alors, restez avec nous. Okay. Il nous reste un dernier trophée. C'est l'entreprise leader de l'année 2021. Et Emmanuel, comment elle est choisie chaque année, cette entreprise qui sera un peu la tête d'affiche de ces trophées présence? C'est l'entreprise qui connaît une forte croissance, c'est une entreprise qui a beaucoup de salariés, c'est une entreprise qui a eu une actualité dans l'année, qui très souvent exporte aussi, qui coche beaucoup de cases.
pour dire, bon, celle-là, cette année, elle a quand même vraiment performé. Alors, en 2020, on l'a dit tout à l'heure, c'était Aledia qui s'était illustré. En 2019, c'était Atos. En 2018, c'était Soitec. 3 entreprises qui évoluent dans le domaine des nouvelles technologies. Cette année, on va changer de secteur d'activité. Je vais laisser Pierre, puisque c'est le dernier lauréat, annoncer le nom de l'entreprise qui remporte ce trophée Présence 2021. Alors, c'est une entreprise qui est dans l'actualité du moment. Ah oui, c'est le cas de le dire. Parce que c'est une entreprise qui vend des jouets pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Donc, on va accueillir donc Philippe Guédon de King Jouet. Voilà. Voilà, Philippe Guédon, le PDG de King Jouet, entreprise familiale spécialisée dans la distribution de jouets, qui trouve ses origines au 19e siècle avec une quincaillerie, celle d'Auguste Guédon à Voiron, qui vendait un bazar. Voilà, qui vendait un peu de tout, un peu de jouets, mais il n'y avait pas que ça. Merci. À l'époque, bienvenue Philippe. Merci, bonsoir à tous. Auguste Guédon, c'était quoi votre arrière? Alors c'était Augustin, c'était l'arrière-arrière-grand-père. Oui. Bon, entreprise familiale, donc depuis 3 siècles, si on 19e, 20e, on est au 21e aujourd'hui. Je ne vous présente pas Pierre Strève, vous le connaissez très bien, puisque vous avez chacun, on parlait des responsabilités dans les structures, vous avez été chacun président du MEDEF oui. à votre tour. Je crois que c'est Pierre qui a succédé à Philippe, c'était dans cet ordre-là. On pouvait penser qu'avec la crise sanitaire, puisque là on parle des performances en 2020, que les entreprises de commerce avaient été impactées par ces fermetures pendant des semaines des magasins. Visiblement, King Jouet a traversé l'épreuve plutôt positivement. Alors le commerce est malmené. Il est malmené déjà depuis quelques années, notamment par la croissance du digital. Donc c'est à nous de nous adapter par rapport à ça. Après, je pense que sur l'année 2020, certains secteurs ont souffert, d'autres, et c'est le cas du secteur du jouet, ça sont bien sortis. Le jouet était un peu un produit qui permettait aux familles, pendant les périodes où les enfants n'étaient pas à l'école, ou même lorsqu'ils étaient à l'école, de se retrouver un vrai moment de convivialité. Donc le secteur en a bénéficié, puis sans doute que King Jouet a su faire un peu mieux que la moyenne, et donc ça a permis cette croissance importante. Puis une croissance, il faut quand même le noter vis-à-vis de vos auditeurs, qui était aussi le fait qu'on a pu reprendre une entreprise belge devant un tribunal de commerce, qui est l'enseigne Maxi Toys, et c'était aussi un élément qui a contribué à cette accélération de notre activité sur 2020, et c'est encore le cas sur 2021. Quelques chiffres pour donner l'ampleur de King Jouet. Aujourd'hui, on est loin de la quincaillerie. L'ampleur, on reste une grosse PME. Hein. Enfin, on est avec donc les effectifs côté King Jouet et Maxi Toys, puisque maintenant c'est le même groupe, 1800 personnes. On devrait faire cette année entre 380 et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais bon, on reste une entreprise où on essaye de tous se connaître, une entreprise avec des valeurs familiales, vous en avez parlé, ancrée localement, c'est bien ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Voilà, on essaye de garder cet ADN au sein des équipes. Ouais, cet ADN, vous l'avez d'ailleurs gardé en conservant le siège à Voiron depuis donc 150 ans. J'ai quelques images, du début de King Jouet, ce grand bazar. À l'époque, les Chartreux construisent donc l'église, c'est pas une cathédrale, à Voiron, et donc mon arrière-grand-père Augustin ouvre un bazar. Voilà, alors Jean, c'était déjà son fils. Et là, voilà, c'était l'équipe à l'époque. Donc, il y a un effet un peu de croissance qui posait devant les portes du bazar. Bon, vous êtes resté fidèle, en tout cas, à ce territoire, au pays voironnais. Combien de jouets vous vendez chaque année? Alors, le prix moyen d'un jouet, c'est 15 €. Hein, entre des prix de vente qui, sur le permanent, sont un peu plus bas. Pour les anniversaires, on a des valeurs de jouets un peu plus faibles et un peu plus importants sur Noël. Donc, si on reste sur un chiffre aux alentours de 300 millions de chiffre d'affaires annuel, ça veut dire à peu près 20 millions de jouets par an. Bon, ça demande un petit peu de logistique quand même pour clairement, notre métier, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a des choses un peu plus ludiques que ça, mais on brasse du volume. Et notamment sur la fin d'année, on peut avoir une petite pensée pour nos équipes qui travaillent sur Yves. À cette période de l'année, il y a à peu près 200 personnes, 200 lutins qui, n'oublions pas que c'est le Père Noël qui offre les jouets. Il faut garder un peu la magie de tout ça, qui travaillent sur notre site de Rive. Et d'ailleurs, on envoie quelques images. Et c'est un site qui va bientôt agrandir. On a aujourd'hui 24 000 m² et on démarre les travaux le 3 janvier prochain pour rajouter 18 000 m² sur ce site. Parce que c'est un site qui est à la fois portant l'activité des magasins qui se développe, nécessite plus de place. Et puis le digital dont on parlait il y a un instant nécessite aussi des mètres carrés, puisque, encore une fois, nos commerces, il reste des magasins physiques avant tout. Toute la partie digitale a quand même pris une certaine ampleur et nécessite d'être travaillée là aussi sur la logistique en amont.
doublement pratiquement de la surface avec ces travaux. Il y a de la place autour du site de Rives? Alors on avait prévu, quand on a investi en 2008, grâce à la qualité, il faut toujours l'être. On n'est pas optimiste, on n'est pas chef d'entreprise. Un peu de rationnel, mais beaucoup d'optimisme. On avait prévu le foncier nécessaire de manière à pouvoir agrandir le jour venu et l'instant et maintenant cette surface pour notre plateforme logistique. Ouais. C'est une activité qu'on peut considérer comme saisonnière, la vente de jouets, ou pas tant que ça? Alors c'est bien sûr très saisonnier. Bon, il y a quand même, de manière un peu simpliste, mais il y a 2 occasions d'acheter des jouets, c'est l'anniversaire et Noël. Donc on arrive à faire un peu plus de 50% de notre activité sur Noël. On arrive à faire sur le mois de décembre un gros tiers de notre chiffre d'affaires annuel. Et là on est mi-décembre, on a encore quasiment la moitié du chiffre d'affaires du mois à réaliser. Donc les jours qui comptent, même si on a plaisir à voir de la neige tomber comme ça a été le cas ces derniers jours, on souhaite que l'accès à nos points de vente soit facile et que voilà, on soit ménagé par la météo sur les semaines à venir. On voit vos équipes au travail, justement, il y a quelques jours, parce qu'il faut sûrement un surplus de main-d'œuvre pour tous les colis avant cette période des fêtes. Il y a notamment des saisonniers qui viennent renforcer l'équipe sur la période de fin d'année. Et c'est vrai que, c'est vrai dans tous les métiers, mais dans le commerce sans doute un peu plus, c'est l'humain qui compte, quoi. Donc l'humain, c'est les équipes que l'on a sur Voiron. On a à peu près 120 personnes qui travaillent au niveau du siège, des équipes centrales de Voiron. On a sur le site de Rives, on monte jusqu'à 200 personnes à cette période de l'année. On redescend à 120 à peu près sur le permanent. Et puis après, il y a les effectifs qui sont en magasin, parce que c'est quand même eux, pour le coup, la production, puisqu'on ne sommes que des commerçants, on achète et on revend. Donc la production, c'est en magasin que ça se passe. Et sur l'agglomération grenobloise, avec 4 points de vente sous enseigne King Jouet. Avec notamment un point de vente un peu particulier à Comboire, où vous testez une nouvelle formule de magasin. Quand je disais que le commerce est bousculé, je pense que on est en train de passer à une nouvelle génération de types de magasins. On avait un peu la génération qui s'est développée dans la continuité des enseignes d'hypermarchés dans les années 70-80, qui avaient raflé un commerce de centre-ville, malheureusement. Et là, aujourd'hui, on voit des nouvelles générations de magasins avec cette composante digitale, cette composante de centre-ville. Nous, on a un magasin dans le centre-ville de Grenoble et on en est très fiers, et on a développé ça sur Lyon, sur Paris, sur Strasbourg. Cette année, on a ouvert Bordeaux et Rennes. Et sur ce nouveau concept, donc, qui lui est installé sur la zone de Comboire, on essaie d'amener quelque chose qui soit un peu différenciant. Dans le jouet, on ne vend pas tous la même chose, mais malgré tout, la plupart des produits sont communs aux différentes enseignes. Donc il faut que ça soit quelque part l'ambiance du magasin, et puis bien sûr nos équipes, les vendeurs, qui amènent cette différence. Donc un concept qui se veut aussi bien dans les teintes qui sont utilisées que dans le parcours client, un côté plus expérientiel. Le bar à glace, là, on voit un bar à glace pour les enfants. Voilà, même en décembre, ce qui peut paraître atypique, mais on a voulu sortir un peu des boissons gazifiées, et on propose des glaces, donc les enfants, ça les surprend. Je pense que ça fait partie des choses qui les marquent, et au-delà de ce qu'ils peuvent vivre au travers de la découverte des jouets, d'avoir cette glace qui leur offerte, c'est un petit clin d'œil. Peut-être un peu moins de produits en magasin, mais une convivialité plus grande pour les gens qui viennent. Alors ça reste, au final, les enfants et les parents viennent chercher quand même du produit. Donc on ne peut pas faire un magasin qui soit simplement un musée. Voilà. Il faut aussi quand même un peu de la masse. Ceci étant, on cherche à ce que les produits soient plus visibles. Les magasins étaient devenus, mais c'est vrai dans beaucoup de secteurs, étaient devenus quelque part trop bavards. Il y avait trop de communication sur le point de vente. Arrivé à un certain niveau, les gens ne voyaient plus rien. Donc on a essayé de faire un peu 2 pas en arrière et de rendre les magasins plus lisibles. Donc c'est aussi le concept du magasin, d'avoir quelque chose qui soit plus épuré et de manière à plus concentrer finalement l'attention sur le produit. Aujourd'hui, la part de chiffre d'affaires en magasin par rapport aux ventes que vous pouvez faire en digital, ça représente quoi? L'année 2020, qui était une année un peu particulière, on a quand même eu nos magasins qui ont été fermés 3 mois sur 12. On a réalisé l'année dernière 20% de notre activité via Internet. Mais il ne faut pas oublier que sur ces 3 mois de fermeture, le seul canal pour accéder à nos magasins, c'était de passer par Internet. Voilà. Cette année, on devrait être avec, malgré tout, la fermeture du printemps dernier à 15-18%. Mais l'objectif, c'est de monter, pas pour dire de monter, mais parce qu'aujourd'hui,
les clients passent par le digital. Je pense que la séquence Covid que l'on a vécue, je ne sais plus si on va en parler au passé ou au présent, quelque part, on est encore un peu au présent. Un peu les deux, quelque part a accéléré aussi le mode de consommation. Et donc, on a de plus en plus de clients qui vont sur notre site, qui regardent ce que l'on présente, les prix qu'on pratique, qui posent des questions sur le site et qui, par contre, derrière, viennent consommer en magasin, réserve. Voilà. Donc, il y a tout un cheminement qui se fait et on pousse de manière à ce que c'est aussi une façon de fidéliser nos clients, de pouvoir leur offrir un site e-commerce qui soit de plus en plus référent, sur lequel il y a de plus en plus d'informations, aussi bien sur la disponibilité du produit. On a vécu une fin d'année, cette fois-ci 2021, qui a été un peu chahutée. Là aussi, elle n'est pas finie, mais les problématiques d'approvisionnement et de containers venant d'Asie, parce qu'une partie de la production du jouet, une bonne partie, vient du sud-est asiatique. Et ça nous a permis d'avoir sur le point de vente une information auprès de nos clients sur un produit qui n'était pas présent, quand est-ce qu'il allait l'être, et des choses qui changent un peu, où il y a 4-5 ans en arrière, on aurait tout simplement répondu aux clients, repasser dans quelques jours, on devrait en recevoir. Enfin, je pense qu'en 2021, les gens attendent autre chose, ils attendent une information plus précise, et ça, on peut le faire grâce au digital. Alors, un des effets de la crise sanitaire, ça a été aussi, dans certains secteurs, d'inciter à une relocalisation de la production sur le territoire français. Vous le disiez, la plupart des jouets made in China, pour caricaturer, mais ça vient d'Asie, ça vient de très loin. Est-ce qu'il y a une tendance aussi vers ça dans ce secteur ? Le jouet, je ne sais pas si on parlera de RSE, mais le jouet, on vend du plastique avec des gros emballages et ça vient d'Asie. Donc on a un gros chemin. C'est tout faux, presque. Ou une belle marge d'amélioration. On va le regarder dans ce sens-là, si vous êtes d'accord. On n'est pas masochiste non plus. Donc on a, sur ce qui concerne la production, une vraie démarche de manière à favoriser, autant que faire se peut, les fabricants français. Bon, la fabrication française, c'est une quinzaine de % dans le marché, donc ça reste, limité. Mais autant que faire se peut, il y a aujourd'hui sur des jeux de société, par exemple, des vraies alternatives avec des fabricants français. J'ai en tête un fabricant qui est à Montpellier, qui s'appelle BioViva, qui a une partie de sa production qui est dans la Drôme. On essaie de mettre en avant ces produits, notamment sur les magasins, de manière à ce qu'on incite les clients, après c'est eux qui décident, hein. Et c'est souvent l'enfant qui, à la base, au travers de sa liste au Père Noël, guide le choix. Mais on essaye de pousser le jouet français parce que ça a plein d'avantages. L'un d'entre eux, mais ce n'est que l'un d'entre eux, c'est de ne pas subir les problématiques de l'approvisionnement et de cheminement qu'on a actuellement avec les containers. Quelles sont les perspectives pour votre entreprise dans les années à venir, Philippe ? Alors, on va regarder à horizon de quelques années. On fait encore une bonne année 2021. On devrait être sur une croissance encore forte en 2021. Après, on a des enjeux de transformation. Je l'ai un peu dit sur le digital. On a des enjeux sur le RSE. C'est au travers de ce que l'on vend, mais c'est aussi la plateforme logistique dont on a parlé tout à l'heure. On a l'objectif de la créer sous un mode beaucoup plus vertueux, avec des panneaux solaires. La logistique, c'est des mètres carrés, donc autant mettre des panneaux solaires en toiture. Et puis ça reste aussi une perspective de continuer à ce que nos équipes aient de plus en plus de moyens pour pouvoir mieux répondre aux clients. Je faisais tout à l'heure la petite parenthèse par rapport à la disponibilité produit, mais moi je pense que souvent, ce qui a été le meilleur allié du digital, et on ne va pas citer une enseigne américaine, ça a été le fait qu'en magasin, les clients n'avaient pas ce qu'ils attendaient, et notamment dans le conseil client, dans la capacité, encore une fois, aux clients de répondre. Donc, d'aider nos vendeurs à être encore plus forts, plus en capacité de répondre à ce que peut l'attendre de quelqu'un qui prend sa voiture, se déplace, se gare, alors voiture, vélo, à pied ou transport en commun, il y a plein de choix, mais qui se déplace en tout cas pour venir dans notre magasin plutôt que de rester sur son canapé devant son écran. Eh ben, très bien. Longue vie à King Jouet. Alors, est-ce que je peux dire un dernier mot ? D'abord, remercier bien sûr la Chambre et le magazine Présence de leur choix. On en est très marqués. Et puis, je voudrais dédier ça à mon père, ce prix qui est parti malheureusement fin septembre dernier. C'est des choses, c'est la vie, et d'autres ont vécu ça avant moi. Mais bon, je souhaite bien entendu dédier ce prix, au-delà de mes équipes, à mon papa. À Jean, c'était lui qui nous montrait les photos de la quincaillerie à l'époque. C'était un vieux reportage qu'on avait réalisé. Attaché à l'entreprise, à son territoire, à Voiron, là, c'était un peu, mais bon, à son territoire. Voilà, le message est passé. Merci. Et puis, Philippe Guédon, on vous retrouve en une. C'est la règle du jeu. Hein. Chaque année, le leader inaugure le magazine Présence Ça vient clore le dernier numéro de l'année. Voilà, et donc, décembre-janvier. Il fait la cheval sur les... Et démarrer dans de bonnes conditions la suivante. Les 2 années. Je crois que vous êtes avec Pascal
Pascal Théry. Pascal Théry, qui est ma directrice adjointe. Et encore une fois, le fait que l'entreprise doive continuer à performer, parce que ce qui fait quand même, pour toute entreprise, il y a peut-être que les startups qui peuvent évoluer avec des résultats qui sont pas, qui sont plus de perspectives. Nous, dans nos métiers, il faut que ça délivre au mois par mois. Donc Pascal est plus sur la partie opérationnelle et moi, je suis plus sur la partie transformation et puis les alliances ou le développement au travers notamment de l'opération qu'on a fait avec Maxi Toys dont je viens de parler. Bon, on ne retrouve pas que Kinjoui dans ce numéro. Emmanuel, il y a notamment tous les lauréats de l'édition 2021. Ah oui, on va retrouver Laurent, on va retrouver Daniel, Cécile, on va tous les retrouver, évidemment. On va tous les retrouver. C'est un outil important pour la CCI, ce magazine qui a été d'ailleurs relooké il y a quelques temps. Alors, je ne dirais pas que c'est un outil important pour la CCI, je dirais que c'est un outil important pour les entreprises et pour le territoire, parce qu'il valorise les entreprises et il permet aux entreprises de se connaître entre elles aussi, de faire du business. Je pense que au-delà, c'est pas du tout un outil de communication de la CCI, c'est vraiment un outil d'animation de territoire. Et oui, il a été relooké, ça ne vous aura pas échappé, pour être plus qualitatif encore. Donc moins de numéros, 6 numéros par an, mais des numéros plus riches, une ligne plus épurée, et puis des nouvelles rubriques, emploi, parce qu'on sait que c'est la problématique quand même principale de l'entreprise, des chefs d'entreprise aujourd'hui. Une rubrique territoire, parce qu'il faut aussi bien connaître son territoire pour bien le faire vivre. Des paroles d'experts, des témoignages. Enfin, on a voulu le revoir sur la forme et sur le fond, et les retours qu'on a sont très très positifs. Donc là, je félicite les équipes qui ont travaillé dessus parce que je pense qu'elles ont fait du très bon boulot. Oui, parce qu'il y a une équipe vraiment dédiée au magazine au sein de la CCI. Oui, qui est pilotée par Carole de Montal depuis très longtemps et qui fait ça, qui mène toute l'équipe de main de maître. J'ai même la photo de Philippe. Et Pascal, avec le lion, ça c'est votre mascotte à Voiron, dans au siège. On en a un taille réelle. Bon, il est inoffensif, je vous rassure, mais il a en taille réelle. Moi, je l'ai déjà croisé aussi, celui-là, il est sympa, on peut aller le caresser sans risque. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette cérémonie. Est-ce que, Pierre, on se donne rendez-vous en 2022 ? Je ne sais pas, pour la nuit de l'économie. L'an dernier, on avait aussi fait l'émission dans les studios de Télégrenoble. On s'était donné rendez-vous avec beaucoup d'optimisme au summum pour décembre 2021. Bon, on est là encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il faut se souhaiter. L'année prochaine, on se donne rendez-vous toujours, mais avec beaucoup plus de monde sur place, on espère. Pourquoi pas au summum ? Bon, voilà, il est comme Philippe, il est optimiste. C'est parce qu'il est chef d'entreprise. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On croise les doigts, évidemment. Il y a d'autres événements avant cette nuit de l'économie D'ici là, on aura d'autres événements, puisqu'on parlait de Présence. Donc, Présence, c'est le magazine, c'est le site de presse aussi, pour l'actualité plus instantanée, avec un vrai site de presse où on relaie toutes les infos. Et puis, c'est aussi Présence Event. Donc, en fait, Présence, ça devient une marque. Et avec de l'événementiel, alors on espère qu'on pourra organiser tout ça, des conférences, des débats en lien avec les dossiers dont on parlera dans Présence. L'idée, c'est vraiment d'arriver à créer du lien entre toutes ces informations qui nous arrivent pour pouvoir la restituer le mieux possible, informer et mettre en avant, vous, chefs d'entreprise, vos entreprises, pour animer encore une fois le territoire. Donc on espère bien se retrouver lors d'événements tout au long de l'année et puis le plus bel événement, la nuit de l'économie en décembre. En décembre 2022, on a mis 6 entreprises à l'honneur aujourd'hui, mais il y en a beaucoup plus sur le territoire qui méritent d'être découvertes et d'être mis en avant. Merci aux 2 derniers lauréats. Merci pour l'accueil. N'oubliez pas vos trophées. On remercie également les partenaires de cet événement, Groupama, Alpe d'Huez, Dauphiné Libéré, la Banque Rhône-Alpes, Apsis, Télégrenoble et puis toutes les équipes de la CCI et du magazine Présence. Voilà, on croise les doigts et je ne vous donne pas rendez-vous ici en 2022, mais peut-être avec une autre forme de soirée au summum.